Et si certaines de vos particularités que vous pensiez uniques ou simplement atypiques faisaient en réalité partie d'un profil plus spécifique? Bienvenue dans cet épisode Happy Coaching. Aujourd'hui, on parle ensemble de l'autisme chez l'adulte qui n'a jamais été diagnostiqué. Ici, on ne fait pas de diagnostic, je ne suis pas psychiatre, je suis spécialisée dans l'accompagnement des profils atypiques, neuroatypiques, dont une grosse partie sont des leaders avec une vision très particulière. Juste aujourd'hui, des pistes de la légèreté, mais aussi de la réflexion. Donc, on ne fait pas un diagnostic, mais j'ai envie de vous apporter une ouverture, en particulier si vous vous sentez différent et si vous vous interrogez sur vos neuroatypies. Pour moi, le diagnostic, j'ai toujours eu cette conviction qu'il n'a d'utilité que si on en ressent le besoin et ou qu'on a besoin d'être aidé. Parce que le diagnostic permet généralement de déposer un dossier MDPH, d'avoir une reconnaissance de personnes handicapées, même si on pourrait parlementer pendant très longtemps sur le terme de handicap. Tout simplement, ça permet parfois d'avoir certaines aides, mais aussi ça peut permettre, même pour une personne qui vit très bien avec sa neurodivergence, de mettre du sens. Et ça, c'est vous qui sentez à un moment ou pas dans votre vie, si vous en avez envie ou si vous n'en avez pas envie. Quelles sont les grandes caractéristiques de l'autisme chez l'adulte? Je vous donne vraiment un aperçu très très succinct. Dans la Pittic Academy, on approfondit, on va très loin dans les neurodiversités, dont fait partie l'autisme, mais je vous donne un aperçu quand même qui pourra vous donner des clés. Chez les autistes, on observe des différences assez significatives dans la communication sociale. C'est d'ailleurs souvent dans les interactions sociales qu'on observe l'autisme. Par exemple, une personne peut, un adulte, préférer des échanges simples, clairs, directs, mais les réunions peuvent être inconfortables, inutiles et puis très surfaites. Une personne peut aussi avoir des difficultés à comprendre les sous-entendus, les sarcasmes dans les conversations entre amis, par exemple. Mais là encore, dans tout ce que je vous dis, rien n'est jamais une vérité absolue. Ce sont toujours des grands traits. Parce que, par exemple, dans notre famille, où il y a de l'autisme, comme on a toujours eu beaucoup d'humour un petit peu cynique, sans méchanceté, mais de l'humour un petit peu noir, mais jamais bien méchant, eh bien, notre fils aîné notamment, qui est autiste et pour qui c'est le plus prononcé, même s'il y a des traits du spectre de l'autisme chez différentes personnes de notre famille, eh bien, lui comprend très bien l'humour de second degré, mais pas toutes les réflexions pour autant qui comportent du second degré. Et les autistes peuvent aussi se demander, mais pourquoi on ne peut pas juste dire ce qu'on veut ou ce qu'on pense, et pourquoi faut-il prendre tout le temps des chemins détournés, passer par 4 chemins pour dire quelque chose? Ça peut être très compliqué pour les autistes, pour qui la communication, le langage peut être châtié, soutenu, riche pour beaucoup, mais la communication, elle peut être assez directe et toutes les formes jugées illogiques peuvent être complexes à comprendre. Chez les autistes, comme chez d'ailleurs beaucoup de personnes neuroatypiques, il y a souvent une forte sensibilité sensorielle, soit une hypersensorialité, soit sous certains aspects une hyposensorialité. Une personne autiste peut être très sensible aux bruits forts, aux lumières vives, aux textures inconfortables, certains tissus, certaines laines. On peut facilement être épuisé après une journée dans un espace bruyant, mais beaucoup plus épuisé que la moyenne, ou bien éviter certains vêtements à cause de leur texture. Et il peut y avoir parfois de l'hyposensorialité. Mais par exemple, mes 2 fils aînés, les 2 plus grands, ont toujours, depuis petit, ça a été une grande bataille, très très peu porté de vêtements en hiver, quand il fait froid. Et maintenant, ils sont plus grands, donc ils font un petit peu comme ils veulent et comme ils le sentent. Mais quand ils étaient petits, c'était une bagarre permanente parce qu'à l'école, c'était des ovnis
parce qu'ils étaient en t-shirt quand tout le monde avait des blousons ou en pull à peine léger et ils disaient qu'ils mouraient de chaud alors que tout le monde avait des bonnets, des cagoules et des écharpes. Donc dans un cas comme dans l'autre, il y a toujours quelque chose de particulier en lien avec les sens. Chez les autistes, il y a aussi souvent des intérêts spécifiques ou ce qu'on appelle aussi des hyperfocus. Alors, il y a des clichés, le cliché de l'autiste qui s'intéresse aux petits trains, mais ce qui est très très riche, c'est qu'il y a des passions pour des sujets de niche, parfois des domaines ultra techniques, comme par exemple mon mari, qui très jeune s'est passionné pour l'informatique et particulièrement pour la sécurité informatique et qui est devenu autodidacte et vraiment un expert comme j'en connais très peu dans le domaine. Moi, je ne suis pas autiste, mais j'ai des traits, ce qu'on appelle des traits du spectre, parce que je suis neuroatypique et je me suis passionnée très 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 tôt pour les neurosciences et pour le cerveau et pour la psychologie, tout ce qui concerne la psycho, la philo, la réflexion comme ça. Moi, je suis passionnée et ce qui fait que je suis très vite devenue c'est difficile pour un neuroatypique de dire expert, mais je suis devenue experte en la matière. Et parfois, les autistes peuvent donner l'impression de ne pas écouter les autres parce qu'ils sont carrément plongés dans leur hyperfocus. C'est pas que je ne t'écoute pas, mais je viens de passer 3 heures à lire des articles sur les plantes carnivores et donc j'ai pas du tout écouté ce qui se passait autour. Donc moi, je ne suis pas passionnée des plantes carnivores, c'est juste une illustration. Chez les autistes, il y a aussi un besoin en routine et ou une certaine forme de prévisibilité. Ça peut créer un stress intense chez un autiste lorsqu'une réunion est déplacée à la dernière minute, par exemple. Donc, dans un environnement professionnel, quand on sait qu'une personne est autiste, on va essayer de, si on peut bien sûr, ménager au maximum. Mais là encore, bien sûr que les personnes autistes s'adaptent, mais parfois c'est aussi de la suradaptation qui peut causer de l'épuisement et parfois chez certains, à un moment donné, du burn-out. Un autiste peut avoir toujours une place attitrée à table ou un ordre précis pour effectuer des tâches quotidiennes. On retrouve ça dans l'autisme particulièrement, mais aussi chez certaines autres neuroatypies. Mais c'est vrai que ça, c'est très, très flagrant chez l'autiste. Les autistes peuvent avoir des difficultés dans la gestion de l'énergie sociale parce que pour eux, tout ce qui concerne les interactions, c'est très énergivore puisqu'ils doivent toujours se suradapter. C'est pas quelque chose d'intuitif et de facile. Donc les autistes peuvent se sentir vraiment vidés après une journée sociale, une journée de travail et pour certains, pas tous, exploser face à un imprévu mal géré. Par exemple, mon fils Mathéo, mon fils aîné, il va pas du tout exploser, s'énerver suite à ses journées de travail, mais parfois on le voit rentrer à la maison et on sait qu'il va aller se coucher très tôt, il va se laver, il va se coucher parce que ça se voit qu'il est épuisé. Donc pour certains, après certaines journées d'interaction, il leur faudra peut-être une journée entière pour se remettre d'une journée de travail ou même d'un dîner avec du monde où il a fallu parler. Pourquoi est-ce que les signes de l'autisme passent souvent inaperçus ? Eh bien parce que on a appris, nous les neuroatypiques, mais les autistes ont appris à camoufler leurs différences parce qu'on leur a appris que leurs différences dérangeaient. Et donc très rapidement, et en particulier les petites filles autistes, souvent les femmes qui sont autistes découvrent ça plutôt tardivement, voire parfois très tardivement, parce que leurs stratégies d'adaptation sont très poussées, puisque la petite fille est quand même globalement éduquée pour faire plaisir, pour séduire, pour être sage. Et donc, elle a souvent su mettre en place des stratégies d'adaptation. Ça peut être vrai aussi chez le petit garçon. Mais c'est vrai que chez les filles, c'est d'autant plus flagrant. Et un autiste peut très bien être capable de parler de la pluie et du beau temps, mais clairement préférerait parler de ses passions sur l'univers ou les étoiles. Et donc, parfois, ça peut passer inaperçu en raison de ces stratégies d'adaptation. Et puis, il y a aussi beaucoup de stéréotypes sur l'autisme, ce qui fait que
un autiste peut ne pas avoir été découvert parce que il y a des stéréotypes du type les autistes non-verbaux, donc qui parlent pas et qui secouent leur tête, leurs mains et qui se balancent, ou bien être un génie des maths et des sciences signifie qu'on est autiste, alors que c'est pas vrai. C'est vrai chez certains, mais c'est pas vrai chez beaucoup. On a des adultes très, entre guillemets, fonctionnels, parce que ils peuvent rentrer dans les attentes globalement, je dis bien globalement, de la société, mais qui ressentent quand même un profond sentiment de décalage, qui n'est pas forcément de la souffrance, hein, par ailleurs. Pourquoi est-ce que ça peut être utile d'explorer son profil autiste, même, enfin son profil potentiellement autiste, même si tout va bien? Déjà, ça permet de mieux se comprendre. Parce que c'est pas que je suis bizarre, mais c'est que mon cerveau fonctionne différemment. Et surtout, et ça c'est ce qu'on fait dans la Pitic Academy, explorer votre profil vous permet d'apprendre à mieux gérer votre énergie, vos sensibilités, à encore mieux vous accepter. Et pour moi, ce qui est très très important, c'est d'aller explorer vos forces. Quand vous savez que vous avez un autisme, que vous êtes autiste, c'est aussi intéressant de le savoir parce qu'il y a une forme de libération. Parce qu'il y a des choses que vous saviez intuitivement que vous êtes depuis toujours. Et en général, au moment où vous décidez de passer le test de reconnaissance, vous le savez déjà. Mais le fait de se l'entendre dire, c'est quelque part une libération, une ouverture, un soulagement, une révélation. Et ça donne beaucoup d'explications pour vous. Et ça peut aussi vous permettre de dire à vos proches, à certains collègues, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour vous, ça met du sens. Alors souvent, quand on découvre qu'on est autiste, il y a une forme de petit cataclysme interne parce que même si vous pressentiez et que vous saviez déjà, il faut quand même un temps pour traverser ce diagnostic et ça vous permet de vous comprendre progressivement et de vous donner aussi des permissions. Par exemple, c'est pas de la paresse si je viens pas à ton apéro, mais c'est juste que là j'ai besoin de calme et que ce sera trop pour moi. Et puis pour moi, ce qui est intéressant aussi de savoir et de connaître ces neurodiversités telles que l'autisme, c'est d'explorer vos forces parce que l'autisme, ça n'est pas qu'un défi, c'est aussi une richesse en termes de créativité, de pensée originale, de résilience. Parce que si vous êtes autiste, effectivement, je suis certaine que votre vie est marquée par un parcours de résilience. Les autistes ont souvent été victimes aussi de harcèlement, de stigmatisation, d'incompréhension. Et c'est un parcours, un parcours qui mérite d'être respecté et d'être grandement salué. Si ces points vous parlent, vous pouvez bien sûr en explorer davantage, pas pour mettre une étiquette, ça c'est encore autre chose, mais pour mieux vous comprendre et mieux vous apprécier. Parce que notre différence, c'est tout de même ce qui nous rend uniques. Et si tout cela vous parle, eh bien je vous invite à suivre vraiment, vraiment mon actualité, parce que prochainement va être relancée la seconde cohorte de la Pitic Academy et c'est un parcours extrêmement riche d'accompagnement, de développement, d'évolution et de transformation, couplé à un programme qui va avec en parallèle pour aller étudier votre profil unique, atypique, vos neurodiversités, que vous soyez reconnu ou non comme neuroatypique. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je décris et dans mes messages, c'est sûr à 100% que ce parcours est fait pour vous. À très vite dans Happy Coaching.